Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. Alors je vous rassure, le plus difficile a déjà été fait. Cela va être juste une révision des méthodes vues précédemment. La seule nouveauté, ça va être la nature de la force qui ne va plus être la même. On va voir tout à l'heure que le poids de la particule va être négligeable devant la force électrique à laquelle elle va être soumise. Prenons l'exemple d'une particule de charge négative, ça peut être un électron, que l'on va placer entre les deux armatures d'un condensateur plein. La particule étant chargée négativement, elle va être attirée par l'armature chargée positivement et repoussée par l'armature chargée négativement. Elle donc va être soumise à une force qui va être orientée vers l'armature chargée positivement. L'origine de cette force peut être expliquée par l'existence d'un champ électrique qui va être créé par les deux plaques du condensateur. Cette force électrique, rappelez-vous, elle a pour expression F égale QE. Avec grand E qui est le vecteur champ électrique. Ici, dans l'exemple que nous avons choisi, cette charge est négative. Or, F c'est égal à Q fois E, avec Q qui est négatif, donc la force électrique et le champ électrique ont des sens opposés. Si je dois représenter maintenant le champ électrique qui règne entre les armatures du condensateur, il va donc être orienté de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. On dit que le champ électrique descend les potentiels. Quelles sont les caractéristiques du vecteur champ électrique, telles que vous les avez vues en classe de première? La direction, c'est la perpendiculaire aux plaques du condensateur. Le sens, donc on a vu dans le sens des potentiels électriques descendants. De la plaque chargée positivement vers celle négative. Et la norme, grand E, se mesure à partir de la tension qui existe entre les deux plaques électriques, divisée par petit d, qui est la distance entre les plaques. Donc le champ électrique se mesure en volts par mètre. Petit d donc, et la distance qui sépare les deux plaques du condensateur. Prenons le cas d'une charge électrique positive, ça peut être un proton par exemple. On place cette particule entre les deux plaques du condensateur qui est représentée sur le schéma de droite, et représentez-moi la force électrique à laquelle ce proton est soumis, ainsi que le champ électrique qui règne entre les deux plaques du condensateur. À vous de jouer, mettez la vidéo sur pause. Alors, qu'avez-vous proposé? Ici, la charge électrique étudiée est positive, donc elle va être repoussée par la plaque chargée positivement, des charges électriques de même signe se repoussent, et elle va être attirée par la plaque chargée négativement. Donc la force électrique à laquelle est soumise la charge va être orientée vers le bas. Rappelez-vous, on a la relation F qui est égale à Q fois E. Ici, Q est positif. Donc, la relation F égale QE nous dit que F et E sont de même sens. Ainsi, le champ électrique va être orienté ainsi, dans le même sens que la force électrique. Et on retrouve bien ce que l'on avait dit comme propriété du champ électrique précédemment. Le champ électrique, il est orienté dans le sens des potentiels décroissants, donc orienté de la plaque chargée positivement
vers la plaque chargée négativement. Il faut connaître les caractéristiques du champ électrique dans un condensateur. Le champ électrique est uniforme, ça signifie qu'il a la même norme en tout point de l'espace délimité par les armatures. Il a pour direction la perpendiculaire aux plaques. Il est orienté dans le sens des potentiels électriques descendants, c'est-à-dire de la plaque plus vers la plaque chargée négativement. Et la norme qui est à connaître, E égale U sur D. U, c'est la tension électrique qui existe entre les deux plaques, et D, c'est la distance qui sépare ces deux plaques. Du point de vue des unités, la tension électrique est en volts, la distance est en mètres, donc le champ électrique va s'exprimer en volts par mètre. On va s'intéresser ici à une particule de masse petit m, supposée ponctuelle, et de charge électrique Q qui est négative. Elle est lancée dans un champ électrique uniforme E, qui est créé par un condensateur plan, avec une vitesse initiale V0, faisant un angle alpha avec l'axe X. Donc on va pouvoir indiquer la force à laquelle est soumise cette charge. Elle va être soumise donc à la force électrique. Cette charge étant négative, elle va être attirée par l'armature chargée positivement et elle va être repoussée par la plaque chargée négativement. Des charges de même signe se repoussent, des charges de signe opposé s'attirent. Donc ici, la force électrique va être orientée vers le bas. Le champ électrique, lui, il est orienté dans le sens des potentiels électriques descendants. Donc de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. On a les vecteurs force et le vecteur champ électrique qui sont de sens opposé. C'est bien cohérent avec le signe de la charge électrique. F est égal à QE. Comme Q est négatif, on vérifie bien que F et E sont de sens opposé. Avant de poursuivre, on va montrer qu'en général, le poids de la particule et les frottements avec l'air sont négligeables devant la force électrique. On va comparer le poids d'un électron avec la force électrique à laquelle il est soumis. On va utiliser les données qui sont indiquées ci-dessous. On va commencer par calculer le champ électrique à partir de la tension et de la distance qui séparent les plaques des armatures. Le champ électrique est donné par la relation E égale U sur D. Donc attention aux unités. On convertit les kilovolts en volts et la distance en mètres. On fait le quotient et on obtient donc 5,0 10 puissance 4 volts par mètre. Pour comparer le poids et la force électrique, on peut faire le quotient de ces deux forces. Donc on va calculer le quotient F sur P. F ici, donc c'est en norme valeur absolue de Q que multiplie le champ électrique, divisé par le poids, donc petit m, la masse de l'électron, fois petit g. Donc la valeur absolue de la charge, ça va faire 1,6 que multiplie 10 puissance moins 19 coulombs, que multiplie la valeur du champ électrique 5,0 10 puissance 4 volts par mètre, le tout divisé par le poids de l'électron, donc petit m fois g, 9,1 10 puissance moins 31, que multiplie 9,81. Je vous laisse faire l'application numérique. Alors, combien avez-vous trouvé? Le résultat de l'application numérique donne 8,96 10 puissance 14. En gardant ici deux chiffres significatifs, on va avoir 9,0 10 puissance 14. Bon, finalement, c'est assez proche de 10 puissance 15. Donc la force électrique, elle est 10 puissance 15 fois plus grande que le poids. C'est-à-dire 1 million de milliards de fois plus grande que le poids. Donc vous comprenez bien que ce poids va pouvoir être négligé par la suite devant la force électrique. On considère qu'une force est négligeable devant une autre lorsque le quotient est plus grand que 10 puissance 3. Reprenons la suite du cours. L'objectif est de déterminer le vecteur accélération. La méthode va être identique à celle utilisée dans la première partie, c'est-à-dire qu'on va utiliser la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par le vecteur accélération pour déterminer donc cette accélération. Il va donc falloir définir le système dans un premier temps, particule chargée négativement.
Son mouvement va être étudié dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Bilan des forces. Donc on va considérer que la seule force à laquelle cette particule est soumise est la force électrique. Qu'on va appeler F, qui est égal à Q fois le vecteur champ électrique. On applique maintenant la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Ici, il n'y a qu'une seule force, qui est la force électrique. Donc on peut écrire que Q fois le vecteur E, la force électrique donc, est égale à la masse fois le vecteur accélération. D'où l'expression du vecteur accélération, qui va être égale à Q fois E, divisé par la masse de la particule. On va avoir besoin des coordonnées du vecteur champ électrique. Donc, pour trouver plus facilement ces coordonnées, comme d'habitude, je le reporte à l'origine du repère. Et je regarde donc les coordonnées de l'extrémité de la flèche, qui vont me donner les coordonnées du vecteur E à ce moment-là. Donc le vecteur E va avoir deux coordonnées qu'on va appeler EX et EY. EX ici va être égal à 0. Et EY va être égal à plus E. Je reporte ces coordonnées, 0, plus E. De la relation vectorielle, vecteur A est égal à Q fois vecteur E sur petit m, je peux en déduire deux relations sur les coordonnées. Je vais avoir AX qui va être égal à Q fois EX divisé par petit m, et AY qui va être égal à Q fois EY divisé par petit m. Je remplace, EX étant égal à 0, je vais avoir une accélération nulle selon l'axe X. Et ici, je remplace, donc je vais avoir Q fois grand E sur petit m. Ne pas oublier que cette accélération selon l'axe Y va être négative, puisque la charge Q est négative. La suite du raisonnement est maintenant identique à celle vue dans la première partie. Pour déterminer le vecteur vitesse, on va rappeler la définition du vecteur accélération. C'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. A est égal à d de v sur dt. Et cette relation vectorielle peut être transcrite sur chacun des axes. AX égale d de vx sur dt, et pareil sur l'axe Y. Je remplace par les expressions que j'ai trouvées pour AX et AY. Ici 0. Et ici donc Q fois grand E divisé par petit m. Je dois trouver les coordonnées Vx et Vy du vecteur vitesse. Or, ce que je connais actuellement, ce sont les dérivés de ces coordonnées. d de Vx sur dt est égal à 0, et d de Vy sur dt qui est égal à QE sur m. Il va donc falloir que je trouve les primitives de 0 et de QE sur m. Quelles sont les fonctions qui, lorsqu'on les dérive, donnent 0 et Q fois E sur m. La primitive de 0 est une constante que je vais appeler C1. La primitive de QE sur m c'est une constante, on peut l'appeler K, comme on avait vu dans les exercices dans la première partie. La primitive de K, c'est K fois T plus une constante. Donc la primitive de Q fois E sur m, ça va être Q fois E sur m fois T, plus une constante C2. On peut vérifier ces primitives en redérivant ces fonctions pour vérifier qu'on obtient bien les coordonnées AX et AY obtenues précédemment. Pour trouver les expressions des constantes C1 et C2, je vais regarder la vitesse initiale de ma particule à l'instant t égale 0. Cette vitesse initiale est donnée par le vecteur vitesse V0, dont je vais exprimer les coordonnées. Ici, je vois apparaître V0x, et ici, V0y. On redémontre comme dans la première partie que V0x va être égal à V0 cosinus alpha, et que V0y va être égal à V0 sinus alpha. Valeur que je reporte ici. Ces équations que j'avais trouvées ici me donnaient les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel instant. Et donc je vais regarder ce qu'elles me donnent.
à l'instant t égale 0. Donc si je remplace t par 0 dans ces deux équations, je vais obtenir ici C1, ici C2. Donc je trouve que C1 est égal à V0 cos alpha et C2 est égal à V0 sinus alpha. Donc je peux remplacer. Vx donc est égal à V0 cosinus alpha et Vy va être égal à Q fois E sur M fois petit t plus C2 qui est égal à V0 sinus alpha. On va appeler ces équations 1 et 2. Ce sont les équations horaires de la vitesse de la particule. Pour déterminer le vecteur position, on va indiquer la relation qui existe entre le vecteur vitesse et le vecteur position. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Relation vectorielle que l'on peut traduire par deux relations sur les coordonnées. Vx, c'est la dérivée de la coordonnée x par rapport au temps. Et de même pour la coordonnée y. Je reporte les expressions que j'ai trouvées précédemment. Vx, c'est V0 cosinus alpha. Et Vy va être égal à Q fois E sur M fois petit t plus V0 sinus alpha. C'est toujours le même raisonnement. Je cherche les coordonnées x et y du vecteur position, les coordonnées de la particule, et je connais pour l'instant les dérivées de ces coordonnées. dx sur dt est égal à V0 cos alpha, et dy sur dt est égal à QE sur M fois t, V0 sinus alpha. Bon, donc pour trouver les coordonnées x et y de la particule, il va falloir que je recherche les primitives de ces deux expressions. V0 cos alpha, c'est une constante. V0 c'est la vitesse initiale, et alpha est l'angle de tir. Donc la primitive d'une constante, ça va être V0 cosinus alpha fois t, plus une constante d'intégration que je vais appeler C3. Il me reste à trouver maintenant la primitive de la deuxième coordonnée, Vy. Primitive de k fois t, c'est 1/2 de kt carré. Donc je vais avoir ici q fois e sur 2m que multiplie t carré. Primitive de V0 sinus alpha, c'est V0 sinus alpha fois t, plus une constante d'intégration C4. Pour trouver ces constantes d'intégration C3 et C4, je vais regarder les conditions initiales. Où était la particule à l'instant t égale 0? Ici c'est particulièrement simple. La particule, dans l'énoncé, était à l'origine du repère, c'est-à-dire que les coordonnées initiales de la particule étaient nulles. Donc ces équations ici que j'entoure en vert me donnent les coordonnées de la particule à n'importe quel instant. Donc je vais remplacer t par 0 dans ces deux expressions. Si je remplace t par 0 dans ces deux expressions, j'obtiens C3 et C4 qui correspondent finalement aux coordonnées initiales de la particule. Donc je connais maintenant C3 et C4. Je remplace dans les expressions V0 cos alpha fois t, et pour y, Q fois E sur M sur 2M fois t carré plus V0 fois sinus alpha fois t. Et ces expressions, je vais appeler 3 cette première équation et 4 la deuxième. C'est ce qu'on appelle les équations horaires de la position, puisqu'il y a le temps qui intervient dans ces deux équations. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire obtenir la fonction qui donne y égale f de x, il faut que j'élimine le temps entre les expressions 3 et 4, comme on l'a fait dans la première partie. Alors, l'expression 3 va me permettre d'obtenir t, qui va être égal à x sur V0 cosinus alpha. J'ai donc l'expression de t que je vais remplacer dans la deuxième équation. Allons-y. Donc je vais avoir y qui va être égal à q fois e sur 2m que multiplie t carré. Donc je remplace par l'expression que j'ai surlignée en vert. Donc x carré sur V0 carré cosinus carré alpha plus V0 fois sinus alpha fois t, et je remplace par l'expression que j'ai surlignée en vert, x sur V0 cosinus alpha. On peut simplifier par V0. On se rappelle que tangente alpha, c'est sinus alpha
sur cos alpha. On peut donc réécrire cette expression Q fois E sur 2m V0 carré cos carré alpha fois x carré plus tangente alpha fois x. On obtient ainsi l'équation de la trajectoire. Cette équation est à nouveau une portion de parabole dont on va tracer l'allure. Vous rappelez que la force électrique, dans l'exemple qu'on avait choisi, était une force qui était orientée vers le bas. Donc la particule va être déviée vers le bas. Le vecteur vitesse initial, il est tangent à la trajectoire, donc il faut tracer une courbe qui vérifie ce point-là. Donc voici l'allure de cette parabole. Une fois que la particule sort du condensateur, elle ne va plus être soumise à aucune force dans les conditions de l'exercice. D'après le principe d'inertie, elle va avoir un mouvement rectiligne et uniforme. Pour mémoriser ces démonstrations, il faut bien identifier les différentes étapes du raisonnement. Rappelez-vous, dans ce raisonnement, il y avait 4 étapes, que ce soit pour le mouvement d'une particule dans le champ de pesanteur ou dans un champ électrique. Première étape, donc déterminer l'accélération avec la deuxième loi de Newton. P égale mg, mg égale ma, d'où a égale g. Et on exprime les coordonnées. Alors attention, la coordonnée AY, elle peut être positive ou négative selon l'orientation des axes. Donc bien regarder l'orientation des axes sur le schéma. Il faut absolument faire un schéma pour ne pas faire d'erreur de signe. Deuxième étape, une fois qu'on a les coordonnées du vecteur accélération, on va déterminer celle du vecteur vitesse. Pour cela, on utilise l'expression du vecteur accélération qui est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et ainsi, on va pouvoir, par intégration, trouver les coordonnées Vx et Vy du vecteur vitesse. Il y a deux constantes d'intégration qui apparaissent, que l'on détermine à l'aide des conditions initiales. Troisième étape, même raisonnement, mais cette fois-ci, on va déterminer les coordonnées du vecteur position. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, pareil, en utilisant les expressions Vx et Vy des coordonnées du vecteur vitesse, on va pouvoir retrouver les coordonnées x et y du vecteur position. Et dernière étape, l'équation de la trajectoire. On élimine le temps entre les deux dernières équations. Et le raisonnement est tout à fait similaire pour le mouvement d'une particule dans un champ électrique. Dans cette dernière partie, on va s'intéresser aux accélérateurs linéaires de particules. Alors on accélère des particules chargées pour leur donner une énergie cinétique très importante, pour réaliser par la suite des collisions avec d'autres particules. Et cela pour tester les modèles de la physique, en physique fondamentale bien sûr. Ces particules peuvent être des protons, des électrons, des ions, toutes particules qui possèdent une charge. On va utiliser ici le théorème de l'énergie cinétique vu en première spécialité, la variation d'énergie cinétique d'un système en mouvement, d'une position A à une position B, est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système entre A et B. Delta EC, la variation d'énergie cinétique, qui est donc égale à l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A, aussi égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système entre A et B. Du point de vue des unités, tous les termes ici sont en joules. Faisons tout d'abord un petit rappel sur le travail d'une force constante. Le travail d'une force est une grandeur physique qui permet d'évaluer l'effet de cette force sur l'énergie cinétique d'un système au cours d'un mouvement. Le travail d'une force F, dont le point d'application se déplace d'un point A à un point B, a pour expression W de AB de la force F, lettre W qui vient de l'anglais work pour travail, F scalaire AB, produit scalaire que l'on peut calculer en faisant la norme du vecteur F, que multiplie la norme du vecteur déplacement AB, que multiplie le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Un traîneau est tiré sur la neige par un attelage de chien entre deux points A et B distants de 350 mètres. Le câble de l'attelage exerce sur le traîneau une force F, que l'on supposera constante de valeur de 10 puissance de Newton. Le câble fait un angle de 10 degrés avec la direction de AB. Pendant le déplacement, la neige exerce une force de frottement F, que l'on supposera constante de valeur F égale 1,7 10 puissance de Newton, de direction AB et de sens opposé au déplacement. Calculer le travail de la force de traction grand F lors de ce déplacement, est-il moteur ou résistant? On va commencer par représenter cette force. C'est la force exercée par le câble sur le traîneau.
Donc cette force a pour direction celle du câble. Point d'application, c'est le point où est accroché le câble. Donc on va pouvoir calculer le travail de cette force. On utilise la relation précédente, travail entre A et B de F, qui va être égal donc à la norme de ce vecteur force qui nous est donné ici, 2,010 puissance 2 newton, que multiplie ici le vecteur déplacement. Donc ici le traîneau se déplace sur une longueur de 350 mètres, donc fois 350, que multiplie le cosinus de l'angle qui est formé entre ces deux vecteurs, entre le vecteur f et le vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, on ne l'a pas représenté. C'est le vecteur donc dont l'origine est le point A et qui va jusqu'au point B. Donc cosinus de l'angle ici, c'est l'angle θ qui existe entre ces deux vecteurs et qui est ici égal à 10 degrés. L'application numérique donne 6,9 fois 10 puissance 4 joules. On remarque que ce travail est positif. On dit que la force exerce un travail moteur. La force F favorise le déplacement du traîneau du point A vers le point B. Regardons maintenant le travail de la force de frottement petit f lors de ce déplacement. Est-il moteur ou résistant? La force de frottement, comme indiqué dans le document, s'oppose au déplacement. Donc cette force va être orientée dans le sens opposé au vecteur AB. Le travail de cette force de frottement va avoir pour expression petit f fois scalaire le vecteur AB, petit f que multiplie AB, que multiplie le cosinus de l'angle entre le vecteur f et le vecteur AB. On peut représenter donc la situation sur un schéma. Le vecteur AB, le voici. Le vecteur f, on l'avait représenté tout à l'heure, il avait un sens opposé au vecteur AB. Donc l'angle qui existe entre ces deux vecteurs, le voici. C'est l'angle plat qui vaut ici 180 degrés. Donc on va voir ici le travail entre A et B de F, qui va être égal à petit f, c'est-à-dire 1,7 fois 10 puissance 2 newton, que multiplie le vecteur, le déplacement, c'est-à-dire 350 mètres, que multiplie cosinus de 180 degrés, et cosinus de 180 degrés, c'est égal à moins 1. On obtient une valeur négative, égale à moins 6,010 puissance 4 joules. Le travail est négatif, ça signifie que la force de frottement exerce un travail résistant qui s'oppose au déplacement du traîneau du point A vers le point B. Dans le premier cas, la force F, lorsque son point d'application se déplaçait, avait tendance à augmenter l'énergie cinétique du traîneau, alors que la force de frottement, petit f, avait tendance à diminuer l'énergie cinétique du traîneau lors du déplacement du point A vers le point B. Dans un canon à électrons, des électrons sont produits sans vitesse initiale au point O par un filament qui est chauffé, puis accélérés dans un condensateur plein. La tension aux bornes du condensateur est égale à UAB égale moins 5 kV. Alors une tension électrique, c'est égal à la différence de potentiel électrique, VA moins VB, qui est négative. Donc ça signifie que le potentiel électrique du point A est inférieur au potentiel électrique du point B. Et vous rappelez, le champ électrique descend les potentiels, d'où le sens qui est représenté pour le champ électrique entre les deux plaques du condensateur. Et on vous donne les caractéristiques de l'électron, ainsi que l'intensité de la pesanteur et la distance qui sépare les deux plaques. On va commencer par donner l'expression vectorielle de la force électrique subie par l'électron. Fe, c'est le produit de la charge par le vecteur champ électrique. Ici, la charge électrique, c'est un électron, donc une charge négative.
qui est l'opposé de la charge élémentaire, donc moins E que multiplie le vecteur champ électrique. On en déduit que la force électrique et le champ électrique ont des sens opposés. Représentons cette force électrique sur le schéma. La force électrique va avoir un sens opposé au champ électrique. Et cette force va permettre d'accélérer les électrons qui vont être émis au point A. Montrer que le poids de l'électron est négligeable devant la force électrique qu'il subit. Pour cela, on va calculer le rapport Fe sur P et montrer qu'il est plus grand que 1000. Fe, c'est petit e fois grand E. P, c'est petit m fois G. Petit e fois grand E, c'est, rappelez-vous, la tension électrique que divise D, la distance qui sépare les deux plaques, et on divise par petit m fois petit g. On remplace pour faire les applications numériques. E, c'est la charge élémentaire, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, que multiplie le quotient U, 5 kV, donc 5,0 fois 10 puissance 3, que divise 0,10, le tout divisé par petit m, la masse de l'électron, 9,1 10 puissance moins 31, que multiplie 9,80. Le quotient donne 9,0 10 puissance 14, qui est bien supérieur à 1000. Donc ici, on peut écrire que le poids est négligeable devant la force électrique. Donnez maintenant l'expression du travail de la force électrique lors du déplacement de l'électron entre les points A et B. Alors, le travail entre A et B de la force électrique, par définition, c'est le produit scalaire de Fe par AB. Donc, c'est la norme de la force électrique que multiplie la norme du vecteur déplacement, que multiplie le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Le vecteur déplacement, le voici. Le vecteur force électrique, le voilà. L'angle qui existe entre ces deux vecteurs est égal à 0 degré, et donc le cosinus de l'angle va être égal à 1. Donc c'est égal à Fe que multiplie AB. Fe en norme, c'est petit e fois grand E, que multiplie AB, c'est la distance D. Petit e fois grand E, c'est la tension électrique qui existe entre les deux plaques en valeur absolue, divisée par petit d, que multiplie petit d. On a ici une simplification par petit d. Et donc on arrive au résultat que c'est petit e fois grand U. Donc avec grand U, qui est égal à la valeur absolue de la tension UAB. En déduire l'expression de l'énergie cinétique de l'électron en B en fonction de sa charge et de la tension UAB, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique, c'est égal donc à l'énergie cinétique finale 1/2 de mvb carré, moins l'énergie cinétique initiale 1/2 de mva carré. La vitesse initiale étant nulle, ce terme-là va être égal à 0. Donc ça va être égal à 1/2 de mvb carré. Et le théorème de l'énergie cinétique nous dit que c'est égal à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur l'électron. Or ici, l'électron, il n'est soumis qu'à la force électrique puisque le poids est négligeable. Donc ça va être égal au travail entre A et B de la force électrique qu'on a exprimé tout à l'heure, petit e fois grand U. Donc d'après le théorème
de l'énergie cinétique. Ainsi, 1/2 de mvb carré, c'est égal à petit e fois grand U. On va pouvoir en déduire la vitesse de l'électron en B. Vb carré serait égal à 2 fois EU sur M. Donc Vb va être égal à racine carrée de cette expression. On remplace par les valeurs de l'énoncé. 2 fois la charge élémentaire, 1,6 10 puissance moins 19, que multiplie la tension électrique, 5 kV, 5,0 10 puissance 3 volts, divisé par la masse de l'électron, 9,1 10 puissance moins 31. On trouve 4,2 10 puissance 7 mètres par seconde. Il faut être à même de savoir retrouver l'expression de cette vitesse en se laissant guider par les indications de l'énoncé. C'est donc un chapitre qui est difficile et il faut être à même de refaire toutes ces démonstrations. La seule façon de savoir si vous êtes capable de le refaire, c'est de se tester par écrit avec le cours fermé. Notez aussi vos questions pour qu'on puisse en discuter à la rentrée. Sur ce, bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d'année à tous.